Sur ces images tournées en France en 1924, l'acteur russe Ivan Mazjokin est au sommet de sa gloire. Il est une star française qu'on admire dans le monde entier. En 4 ans, il est devenu le rival de Douglas Fairbanks. Pourtant, l'acteur est russe et tourne en France dans un film entièrement fait par des Russes. Comme lui, acteurs, réalisateurs, opérateurs, producteurs ont fui leur pays et se sont réfugiés à Paris. La société de production se nomme Albatros. Entre 1920 et 1929, cette société signe parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma muet en France. Dans ces films, cinéma et événements de l'histoire se confondent. Et cette fabuleuse aventure commence par l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. Lénine, 9 août 1918. Télégramme au chef du soviet de Nijni Novgorod. Il faut introduire sur le champ la terreur de masse. Fusiller ou déporter les centaines de prostituées qui font boire les soldats. Pas une minute à perdre. Perquisition massive, exécution, déportation. Il faut que les gens voient, tremblent, sachent et se disent « Ils tuent et continueront de tuer ». Vladimir Ilitch Ulyanov dit Lénine. Père de la révolution russe, il changea à lui seul la face du monde. Traumatisé dans son enfance par l'exécution d'un frère aîné qui s'était juré d'assassiner le tsar, Lénine entre en rébellion comme on entre en religion. Surveillé par toutes les polices de l'Empire, il se réfugie en Suisse. Il y attend patiemment son heure. Lénine dit à ses camarades d'exil « Ma génération ne verra pas la révolution ». Il est sûr qu'il a semé une petite graine, mais que, bon, ça ne débouchera pas encore. Depuis 3 ans, l'Empire russe est à bout. Il s'enlise dans une guerre sans fin contre l'Allemagne, guerre qui ne devait durer que 3 mois. Au front, les 20 millions d'hommes s'épuisent. Isolée par le blocus allemand, la Russie s'asphyxie. Le système ferroviaire est totalement désorganisé et ne permet plus de ravitailler ni le front ni l'arrière. On manque de tout. Équipements, pièces de rechange, denrées. Dans les campagnes, les productions agricoles pourrissent sur place, faute de pouvoir être transportées. Les gens ont faim. Mais le pouvoir autocratique reste passif. Le tsar, conservateur acharné, ne tolère ni réforme ni révolte. Riches, pauvres, nobles, paysans sont ses sujets. Ils lui doivent adoration et obéissance. Le 5 septembre 1915, le tsar Nicolas II prend lui-même le commandement suprême des armées et quitte Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire, pour rejoindre le front. Le pouvoir est alors aux mains de sa femme Alexandra et de son gourou, Raspoutine, chargé de soigner l'hémophilie de leur fils. Tous deux gouvernent à leur guise. Discrédité par cette Allemande soupçonnée d'être à la solde de l'ennemi, le gouvernement de plus en plus incompétent devient vite impopulaire. Nicolas II, visiblement, n'est pas l'homme de la situation, mais bon, en 5 jours, la révolution de février est là. Le 23 février 1917, journée internationale des femmes, la farine manque. À Saint-Pétersbourg, rebaptisée Pétrograd depuis 1914, des milliers de femmes descendent dans la rue pour protester contre la politique de restriction au cri de « À bas le tsar, du pain ». Le général Khabalov
commandant de la région militaire, tenta d'empêcher tout rassemblement dans les rues et avertit la population que les troupes emploieraient les armes le cas échéant. Peine perdue. Les paysans en capote de soldats étaient entraînés par l'exemple des ouvriers. 1 mois et demi à peine s'était écoulé depuis que Lénine avait annoncé l'imminence de la révolution. Elle fut accomplie le 27 février. Dès son arrivée, en avril 1917, Lénine opte pour l'action directe. Face à la mollesse du gouvernement provisoire qui prône le libéralisme et la paix sociale, il déclare tout le pouvoir aux soviets et il annonce son programme radical. Le patronat reste indifférent à ces menaces. La Russie, livrée à elle-même, s'enfonce dans le chaos. Fatigués par la guerre, des dizaines de milliers de soldats désertent quotidiennement le front en massacrant leurs officiers. Menacés par la famine, les paysans pillent, incendient les domaines agricoles et chassent les propriétaires terrifiés. Les villes sombrent dans l'anarchie. Les ouvriers bloquent les usines, stoppent les productions, séquestrent les patrons. Seuls les bolcheviks semblent apporter l'espoir d'un monde meilleur. Lénine déclare « L'histoire ne nous pardonnera pas si ne nous prenons pas le pouvoir maintenant. » Le 26 octobre, le gouvernement bolchevique est proclamé. Trotsky écrira plus tard « Déclencher la révolution mondiale en Russie fut aussi facile que de ramasser une plume. » En fait, la révolution, c'est rien. La révolution d'octobre 17, c'est rien. C'est juste un petit coup d'État. Bon, c'est la guerre civile qui va tout résoudre. Dès les premiers mois de pouvoir, les bolcheviks se révèlent incapables de tenir leurs promesses. Du côté des Rouges, très vite, on a mis en place une politique extrêmement répressive, extrêmement dure, qui était, on envoie des espèces de milices dans les campagnes pour réquisitionner, racketter les paysans. Et donc c'est vrai que les Rouges n'ont pas conquis les paysans, sauf par la violence et par la terreur. Les Blancs, ces contre-révolutionnaires qui contestent la légitimité des Rouges, organisent une armée. Les Blancs, c'est plutôt des gens traditionnalistes, les gens qui veulent la restauration de ce qui était avant. Beaucoup de militaires, beaucoup de grands propriétaires, beaucoup de grands industriels, mais aussi des petites gens. Puis tous ceux qui espéraient une Russie démocratique sur une monarchie par exemple constitutionnelle ou une république vont être agglomérés aux Blancs parce que c'est le problème de ce genre de lutte. Il faut bien prendre parti et ceux qui ne prennent pas parti, ils sont complètement broyés par la machine. Dès décembre 1917, une police politique est créée pour éliminer les opposants au régime. La Tchéka. La Tchéka, c'est les bonnes méthodes qu'on connaît dans les polices totalitaires, c'est-à-dire qu'il faut déstabiliser les gens, donc il faut arriver la nuit, au moment où les gens sont psychologiquement les plus mal préparés, et donc c'est vrai qu'on multiplie les fouilles, on multiplie les perquisitions, on en profite d'ailleurs pour voler ce qui peut être encore volé, voilà. Et donc ensuite on enferme les gens, on leur enlève le maximum de leur dignité, on les déshabille, on les traite comme des animaux, et tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, et donc ce sont nos ennemis, et il faut les supprimer, les éradiquer. En 1918, la violence monte d'un cran. Le 28 janvier, Léon Trotsky fonde l'Armée rouge et y fait régner une discipline de fer. Beaucoup de monastères à Moscou sont transformés en camps de concentration pour y installer tous ceux qu'on veut éliminer, tous ceux qui sont promis, soit parce qu'ils sont mauvais, soit parce qu'ils peuvent l'être. C'est naturellement l'aristocratie, la noblesse, les officiers, le clergé. En 1919, la lutte des classes est devenue une guerre civile dévastatrice.
Le pays est à feu et à sang. Les rouges affrontent les blancs. Les tueries succèdent aux massacres. Les représailles s'enchaînent. Dans chaque camp, on pend, on passe par les armes, on brûle vif. C'est absolument inimaginable, la violence. Il suffisait qu'un détachement d'armée blanche entre dans un village et qu'on soupçonne les autorités ou la population d'avoir été favorable aux rouges, on pend tous les hommes. En Crimée, surnommé le cimetière de toute la Russie, les bolcheviks déciment des villages entiers. Pour aller plus vite, hommes, femmes, enfants, vieillards sont passés à la mitrailleuse parce qu'ils auraient trahi le prolétariat. Une famine terrible ravage certaines régions. Les paysans versent même dans le cannibalisme. Pour les ennemis de classe vomis par la Révolution, il faut choisir, mourir ou partir. Industriels, banquiers, commerçants, hommes politiques, aristocrates, médecins, intellectuels, beaucoup fuient. Pour des millions de Russes, c'est l'exode. Direction, les frontières vers la Finlande, la Pologne, Vladivostok ou bien le Sud, la Crimée, dernier bastion de la résistance anti-bolchevique, que l'irréductible général Wrangel tiendra jusqu'en novembre 1920. Mais face à l'inexorable avancée des Rouges, c'est la panique. Le 14 novembre 1920, une évacuation massive est décrétée. En 4 jours, 150 000 Russes abandonnent tout sur place, se ruent dans les ports et s'entassent dans des bateaux bondés en partance pour l'inconnu. Mois de novembre 1920, les gens qui partent en exil, ils sauvent leur vie. C'est une cohue innommable. Bien entendu, les moyens qui ont été imaginés sont très très vite débordés. Et donc, il faut utiliser tous les bateaux possibles et imaginables. À la fois les bateaux militaires, les cargos, et puis on descend très très vite en gamme et on prend tout ce qui est voilier, tout ce qui peut naviguer. C'est des scènes dramatiques parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas embarquer, il y a des cavaliers qui sont obligés de se séparer de leurs chevaux, donc bien entendu on explique qu'il n'y a plus de place, donc il faut abandonner un certain nombre de bagages. Les gens s'entassent, certains se suicident sur les quais, donc c'est des scènes terribles. Tous ces exilés se posent les mêmes questions. Que deviendront-ils? Où iront-ils? Quand reverront-ils leur patrie? Car ils espèrent tous que ce cauchemar finira et qu'ils reviendront chez eux. Devenus des hommes de nulle part, ils deviendront des hommes de partout. Europe, États-Unis, Afrique, Amérique du Sud, Chine, Australie, Canada. 2 millions de personnes qui sont venues en Europe, à travers tous les pays. Les gens vont être dispersés, ils vont travailler ici, là, soit en Serbie, soit en Bulgarie. Ensuite, d'autres partiront en Tchécoslovaquie, en Allemagne, etc., etc. Mais finalement, tous les schémas, si on peut dire, menés en France. Le déjà célèbre acteur Ivan Masjoukhin, future grande star du cinéma muet français, est de ceux-là. Avec lui, plusieurs cinéastes russes de renom, comme Alexandre Volkov ou Jacob Protazanov. Nous décidâmes d'abandonner la Russie pour de longues années, peut-être pour toujours. Aussi, un matin de 1920, nous embarquâmes pour une destination inconnue. N'importe où, pourvu que nous quittions immédiatement cet enfer. Nous avions caché tout notre argent dans les talons de nos chaussures. Nous tremblions d'être reconnus, arrêtés, fouillés, emprisonnés. La troupe comprenait Joseph Yermoliev, notre patron, ainsi que des réalisateurs, décorateurs, opérateurs, régisseurs. Nous débarquâmes à Constantinople, mais nous ne pouvions pas nous y éterniser car la ville ne possède aucun studio de cinéma utilisable. Nous avions entendu parler maintes fois des nombreux théâtres de prise de vue qui existent en France. C'est donc là que nous décidâmes d'aller. Il leur faut plusieurs semaines avant d'atteindre Marseille, unis par la même volonté de se reconstruire.
Refusant de s'apitoyer sur leur sort, Mazjoukine et sa bande inventent des histoires, élaborent des scénarios, commencent même à tourner un film à bord du caboteur grec qui les achemine vers leur nouveau destin. Le bateau, la mer, la liberté, le soleil, Marseille, la France, Paris. Nous nous installons au petit studio de Montreux-sous-Bois, qui devient ainsi la Société des films Yermoliev. Quand ils arrivent sur place, les Russes déchantent. Le studio loué par Pathé ressemble à une vaste serre abandonnée, perdue au milieu d'un quartier crasseux de la banlieue parisienne. Déjà bien heureux d'avoir pu trouver une terre d'accueil, les exilés s'en contentent. C'était tous des grands noms qui avaient tous des formations extrêmement poussées et qui ne sont pas arrivés là comme des débutants. Ils n'étaient pas venus sans armes et bagages depuis la Russie. Ils ont sauvé ce qu'ils ont de plus précieux, leur culture et leur talent. Ils savent à présent qu'ils doivent tout recommencer, repartir de zéro. C'est le cas des milliers de Russes qui débarquent à Paris, confrontés à des situations humaines douloureuses. C'est le problème des immigrés. Ils apprennent les phrases de survie, ils apprennent de quoi pouvoir s'orienter dans la vie quotidienne, mais leurs diplômes ne valent rien s'ils en ont. Les classes sociales vont être extrêmement mélangées, ça va être le propre de l'immigration où les gens vont être obligés de changer de métier. Beaucoup se retrouvent seuls, car ils ont dû partir en catastrophe et abandonner leur famille. Ces nouveaux pauvres, comme on les appelle alors, affrontent la misère. Entassés dans des baraquements de transit ou dans des chambres d'hôtel miteux qu'ils partagent à plusieurs, ils espèrent bientôt rentrer chez eux. Assis sur une valise, on s'installe tant bien que mal, et puis les familles sont séparées. Les familles étaient aussi prises en otage. C'était aussi un machiavélisme, un cynisme total des bolcheviks qui vendaient les proches des gens qui se sont retrouvés en exil. Ces Russes ont été privés de la nationalité russe par le gouvernement soviétique, donc ils sont apatrides. Ils ne prennent pas la nationalité française et ils espèrent repartir en Russie dès que possible. Ils voulaient absolument rester de l'Empire russe avec le passeport Nansen. Mais en attendant, il faut survivre. Trouver un travail, n'importe lequel. Les gens sont venus carrément pauvres. Les gens qui avaient possédé quelque chose, c'était 1% maximum. Les autres devaient se débrouiller et trouver un boulot, un emploi. Quand vous appartenez à l'élite d'un pays et que vous vous retrouvez à l'étranger sans revenus, avec des conditions de travail qui sont ce qu'elles sont, vous avez effectivement un phénomène de déclassement. Des emplois de serveurs, de dames de compagnie, de couturières. Des métiers où on n'a pas besoin de vraiment parler français, comme par exemple comptable. Des boulots beaucoup en usine, ou les fameux chauffeurs de taxi. Par exemple, la noblesse avait des voitures, possédait des voitures en Russie. Donc ils arrivent en France, ils savent déjà conduire. La vie s'organise par quartier. Entre compatriotes, on se regroupe. C'est Paris russe. Il avait des quartiers complètement remplis avec des épiceries, les restaurants. À Montparnasse, la bohème artistique et intellectuelle, déjà présente avant la guerre, s'épanche entre rêve et désespoir à la Rotonde, la Coupole ou au Dôme. À Pigalle, on vient retrouver un peu de sa patrie dans les nuits nostalgiques des cabarets russes, où cosaques devenus porteurs de valises
et grand-duc reconverti en chauffeur de taxi, se saoule au rythme des danses endiablées ou des chants de cigales. Mais c'est dans le 15e arrondissement de Paris et à Boulogne-Billancourt que s'installe la majorité de ces étrangers qui parlent à peine le français. Entre 20 et 30 000 familles installées dans le 15e arrondissement. Les usines de Renault et Citroën se trouvaient pas loin. Et donc les gens marchaient à pied. Ils n'avaient pas d'argent pour prendre le tram ou le bus. 18% des ouvriers sont russes et composent des ateliers entièrement russes. Billancourt est surnommé Billancoursk. Intellectuels, princes déchus, anciens officiers de l'armée du tsar, résignés à une existence médiocre, travaillent à la chaîne. Pour les entreprises, les Russes sont des travailleurs de rêve, dociles, disciplinés. À cause de leur situation précaire, ils ne font jamais grève et ne se mêlent pas de politique. Une manière de se fondre dans la société bientôt fragilisée par la crise économique qui voit ces émigrés d'un mauvais œil. En 1925, commandant en chef de l'armée en exil, baron Wrangel, il prononce un discours assez intéressant. Si les circonstances de l'exil vous obligent à prendre la nationalité de pays d'accueil, prenez-la. Ne vous mêlez surtout pas dans les affaires intérieures de ce pays. Soyez loyaux. Élevez vos enfants pour la future Russie. Un jour, on va revenir dans notre pays natal. Ce n'était pas comme un ordre, mais trouver les gens du milieu de l'immigration russe, les Russes blancs, faisant de la politique en France, c'est très rare. Il y a un ouvrier russe qui raconte que lors d'une grève, eux, les Russes, ont continué de travailler, ils ont été traités de vendus, de jaunes, etc., de traîtres, mais ils se sont gardés de toute politique. Ils travaillent. Mais en même temps, d'emblée, ils saisissent intuitivement, c'est sauver la culture. Sauver la culture. Donc, la culture, c'est la langue, la religion. En 1920, j'ai quitté la Russie, je suis venu en France et d'abord, j'ai travaillé dans un élevage de poules et de lapins. À l'Institut Pasteur, j'ai créé un service que je dirige encore. De mes origines russes, je conserve la langue, que je parle presque aussi bien que le français. Je conserve la religion orthodoxe, ne serait-ce qu'à cause de sa chaleur et de sa tolérance. La vie pendant la journée était divisée en deux parties. Le travail, et la deuxième, c'est la vie après le travail. C'est comme si vous faites un retour vers la Russie de soir. Et j'ai gardé quelques vieilles traditions, comme les chants en chœur, accompagnés de guitare et arrosés de vodka, car je dois dire que je préfère la vodka au whisky. Une de ces grandes forces de l'immigration, c'était aussi qu'ils ont eu énormément d'organes de presse. Les Russes qui avaient immigré étaient plutôt des intellectuels, je vous dis pas d'ouvriers, pas de paysans. Et donc ils lisent, il y a une quantité absolument invraisemblable de revues, de journaux illustrés, de magazines. Ils organisent des soirées culturelles, ils organisent des bals. Il y a énormément d'associations qui se créent, soit des associations militaires, soit des associations régionales, soit des associations anciennes de telle école. Tout de suite des associations culturelles, des associations de soutien aussi. Les anciens débris des organismes administratifs russes vont se reconstituer en France, en Tchécoslovaquie ou en Bulgarie et faire du soutien. Ces associations elles-mêmes multiplient les manifestations, les fêtes, pour effectivement à la fois faire oublier les difficultés de la vie quotidienne, ramener les choses à ce qu'on sait,
à ce qu'on a connu, ce qui était le bon temps, et effectivement aussi parce que ces fêtes permettent de récolter des dons pour les plus malheureux, pour ceux qui n'ont pas de travail, qui ont des problèmes de santé. C'est ça, donc c'est une entraide qui s'installe, les gens aident les uns les autres. Du côté de Montreuil-sous-Bois, Ivan Mazjoukhin et sa bande ne chôment pas. En 2 ans, la vieille serre délabrée s'est transformée en un studio de cinéma flambant neuf. Chaque jour, des dizaines d'émigrés russes sans emploi ou sans domicile affluent au studio. La grande famille du producteur Ermoliev les accueille. Ex-fonctionnaires, anciens avocats ou médecins couchent dans les loges parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Parmi les figurants, il y avait beaucoup de gens de l'immigration qui n'avaient pas grand moyen de vie en France et venaient faire la queue devant le studio pour pouvoir travailler, faire un petit boulot. Un grand nombre de Russes blancs embrassent ainsi des vocations improbables. Le tailleur est un général tsariste, le cuisinier un pope, le chef machiniste un colonel cosaque, l'électricien un professeur de physique de l'université de Moscou. Il y avait des gens qui n'étaient pas du cinéma, ils sont venus, ils ont créé des métiers en France. Ils étaient soudés par l'angoisse aussi de l'exil, hein. C'est quand même très important au début parce qu'ils étaient entre eux. Il y avait une sorte de camaraderie. Sur le plateau, après un tournage, tout le monde contribuait à passer le balai, tout ça. Il y avait donc Moujoukin qui prenait un balai en costume et commençait à balayer le plateau. Dans le studio, les ordres les plus disparates et les plus contradictoires alternent, s'entrecroisent. Свет, éteignez. Давайте. On tourne. Хорошо. Что? Spasiba. Tour de Babel cinématographique où l'on questionne quelquefois en français, mais où on répond souvent en russe. C'était une véritable, ce qu'on appelle une phalanstère. Tout le monde travaillait jour et nuit, tout le monde parlait en russe. On vivait comme on aurait vécu en Russie. Et je crois que tout ça faisait qu'il y a une espèce de vie extraordinaire, de petite Russie qui se reconstituait sur les bords de la Seine. Ils ont demandé de l'aide à mon arrière-grand-père, qui a délégué son fils, donc Alexandre Kamenka, pour essayer d'aider financièrement et à la gestion du studio qui ne s'appelait pas encore Albatros, qui s'appelait Ermoliev. Il avait 2 associés. Il y avait Kamenka, qui était quand même le grand homme, et Noé Bloch. Donc ils étaient 3 à décider les films qui allaient tourner en studio. Et ça a très vite tourné, je crois, au vinaigre parce que Ermoliev avait un autre point de vue sur le cinéma populaire que Kamenka et de Bloch. Et très vite, Ermoliev a décidé de partir. Il a vendu ses parts à ses collègues. Alexandre Kamenka, homme d'affaires, passionné d'art, reprend la société. Il la rebaptise les films Albatros et lui donne ensuite la devise « Debout malgré la tempête », en hommage à la ténacité de ces exilés qui ont fait face aux bourrasques de l'histoire. Il crée donc cette société Albatros qui va être absolument fondamentale dans l'histoire du cinéma français. C'est incontournable. On ne peut pas faire l'histoire du cinéma français sans parler d'Albatros. Protazanov tourne l'angoissante aventure, Tourjansky, Michel Strogoff, Volkov réalise Keane et Casanova. Les exilés de Montreuil offrent à la France les superproductions de l'époque.
Kamenka et Bloch commençaient à tourner de nouveaux films plus ambitieux, plus prestigieux, des films de prestige très élégants, qui tranchaient sur l'époque, sur la production de l'époque en France, parce que le cinéma en France, qui était très faible, affaibli par la guerre. Là, ils ont complètement réinvesti le domaine de la création, réinvesti le domaine des nouvelles technologies qui ont permis de renouveler tout à fait un genre et de donner ces lettres d'or au cinéma français dans un îlot totalement russe. Grâce à son audace et à son sens des affaires, Kamenka va produire 43 films qui révolutionnent le cinéma d'alors. C'était quand même notre cinéma. Tout est là sur l'écran. Ça, c'est pour les films Albatros, tout est sur l'écran. Et on ne trichait pas avec le public. Ils ont créé le cinéma français. Les films Albatros sont une fenêtre sur le rêve. Films d'aventure et de dépaysement, alternant drame, mélodrame et comédie, avec parfois une touche d'exotisme et d'orientalisme. Ils font oublier le traumatisme encore récent de la Grande Guerre. Le public s'évade. Ils vont avoir une production de très très haute qualité parce que ils ont révolutionné par exemple les décors. Avant c'était des toiles peintes. Et eux, très rapidement, ils inventent des décors en contreplaqué qu'on peut déplacer, qui ont l'air de vrai. En fait, c'est les Russes qui ont fait des maquettes suspendues. Donc, c'est en volume. C'est un réalisme assez inédit pour la France. À l'intérieur du petit studio de Montreuil, c'est la féerie. On construit des décors gigantesques. Ville orientale, forêt vierge, palais des mille et une nuits, village indien. Le décor, admirable, était en partie truqué grâce à un ingénieux trompe-l'œil. Seul le bas du décor, murs, colonnes, portes et fenêtres, jusqu'à une hauteur de 5 ou 6 mètres, fut construit et monté dans le studio. La partie supérieure du décor était peinte sur une plaque de verre, placée devant la caméra à quelques mètres à peine. Les deux parties du décor se raccordaient ainsi parfaitement. On avait l'impression que la salle de bal avait réellement 15 ou 20 mètres de haut. Kamenka, qui est un génie, va tout de suite comprendre qu'il faut diversifier et donc ils vont, dès 23-24, ils invitent soit des débutants, soit des gens qui ont commencé quand même à faire leurs preuves, à venir tourner à Montreuil. Et ces gens vont ensuite nourrir et féconder le cinéma français. J'avais trouvé que Charles Spack, par exemple, qui a fait le scénario de La Grande Illusion, a été administrateur chez Albatros. Au fur et à mesure des années, mon grand-père a fait appel à des jeunes cinéastes français de l'époque, René Clair, Feder, Epstein, L'Herbier, et ce qui a fait une espèce de mixte entre les deux cultures, entre la culture russe et la culture française, et qui a permis de créer des films d'avant-garde. Albatros apporte un nouveau souffle au cinéma français. Il impose sa marque de fabrique et devient une référence. Jean Renoir, il est bouleversé par le brasier ardent. Dans ses mémoires, il raconte que il se dessinait pas spécialement au cinéma, il faisait de la poterie, il tâtonnait un peu, il se cherchait. Il voit le brasier ardent et là il dit « c'est le cinéma que je veux faire ». Les films Albatros s'exportent. Ils font le tour du monde, pénètrent même en Russie soviétique et concurrencent le cinéma américain. Éblouissant ce qu'ils ont fait. Il y avait chez les gens un vrai bonheur de filmer, une vraie joie de cinéma. Et aujourd'hui, les gens sont ébahis, encore. C'était des gens qui ont permis justement à cette société de pouvoir produire des films de haut niveau. C'était Hollywood à Montreuil.
Et comme Hollywood, Montreuil a également sa star, Ivan Mazjoukine. Oh, c'était quand même le plus grand star en Europe. Il n'y a pas de nuance là. C'est vraiment la grosse vedette. Une aura, un magnétisme. Jean Renoir, qui n'est pas encore cinéaste, est ébloui. J'admire Mazjoukine. Si j'étais metteur en scène, je voudrais tourner avec lui. Et Mazjoukine va tout de suite rencontrer le public. Il faut dire qu'il est beau comme un dieu. Il faut dire que son jeu plaît. Il faut dire que les films ont du succès. Sa renommée est telle que les distributeurs étrangers ne jurent que par lui, refusant de distribuer les films où il n'apparaît pas. Mazjoukine est un homme à femme qui défraye régulièrement la chronique, accumulant les maîtresses et les belles voitures. À l'écran, il interprète des personnages qui lui ressemblent. Et donc là, il joue sur tous les registres. Il est à la fois comique, dramatique, inquiétant. Jouer avec toutes les parties de son corps. Et ça, les Russes ont apporté cette façon de jouer qui a été extraordinairement influente sur tout ce qui se passera dans le théâtre plus tard. C'était une très grosse vedette, déjà en Russie. Il a quand même 2 chefs-d'œuvre à son actif, qui est Le Père Serge et La Dame de Pique, tournés avec Protazanov en 18. L'autre preuve que c'est une vedette incontournable, c'est que Hollywood lui offre un contrat. Avec le succès de Michel Strogoff, le film a été acheté par Universal. Et ils ont acheté avec Mazjoukine. Malheureusement, il a accepté. Albatros perd sa vedette. Mais à Hollywood, son jeu ne convient pas. Mazjoukine ne tourne qu'un seul film. Il était has-been. Dans l'espace d'1 an et demi, il était has-been. Il est à Hollywood, il loge à l'hôtel Ambassador et il fait l'inventaire de ce qu'il possède. Juste sa malle. Avec des photos, des boîtes de maquillage, etc., etc. D'ailleurs, il n'a jamais rien possédé comme propriété, il a toujours loué des appartements, il n'a jamais rien acheté. Il est toujours resté apatride. Il avait ce qu'on appelle le passeport Nansen, c'est un passeport pour ceux qui n'ont pas de passeport. Très très jeune, il a eu un fils qu'il n'a jamais élevé, jamais éduqué et jamais revu, à qui il envoyait des colis. Il envoyait de l'argent à sa famille. Il lui-même n'a plus rien. Donc oui, c'est quelque chose d'assez triste. Quand Mazjoukine rentre en France, le cinéma parlant vient de faire son apparition, sonnant le glas de l'entreprise Albatros. Je crois qu'il vient demander un secours, un espèce de ruse pas bien luisant. Il a fait des remakes de ses précédents succès, donc comme L'Enfant de Carnaval, c'est un film qu'il a réalisé d'ailleurs, il faut le dire. Mais les gens se moquaient de lui, ça veut dire qu'il n'avait pas l'accent qu'il fallait. Et on disait, on ne comprend pas ce qu'il dit. Si les techniciens parviennent à rebondir, c'en est fini des acteurs russes. Leur accent, incompatible avec des premiers rôles, abrège leur carrière. Alors qu'est-ce que tu veux? Permettez-moi de sortir du poste. Sortir du poste? Mais t'es fou! Non, je vais chercher de l'eau. De l'eau? Et pourquoi pas de la glace? Suce ton doigt, fais comme les copains. C'est pas pour moi. Ah, pour qui alors? Pour le petit Georges. Le petit Georges, le petit Georges. Malgré ses tentatives de comeback, Mazjoukine sombre dans l'oubli et la misère. Alors, sergent. Alors. C'est La chute d'une étoile. Le tout dernier film qui met son nom au générique, c'est Nichevo. Le problème, c'est qu'il ne peut pas jouer son rôle. Il ne le peut pas. Et visiblement, le metteur en scène a trouvé que ça ne passait pas, donc le rôle a été donné à quelqu'un d'autre. Et ses répliques sont dites par quelqu'un d'autre.
Lui, il joue une espèce de troisième lieutenant très abîmé. D'ailleurs, physiquement, il est assez abîmé déjà à la fin. Et le nom est resté au générique d'importance, mais il n'est plus rien. Le grand acteur Ivan Mazjoukhin meurt à Neuilly en 1939, oublié de tous. Il laisse pour seul héritage une centaine de films et son incroyable modernité. De son côté, Alexandre Kamenka tente d'échapper à la faillite. Il produit en 1936 l'un de ses derniers longs métrages, Les bas-fonds de Jean Renoir, avec Jean Gabin et Louis Jouvet. Mais le succès relatif du film ne sauvera pas l'entreprise. Depuis le départ de Mazjoukhin, Albatros est en chute libre. Les films ne s'exportent plus et les coûts de production qu'exige le parlant sont si importants que Kamenka ne peut plus faire face. Il doit mettre la clé sous la porte. Les studios ferment en 1938. Albatros ferme. Tout simplement, le studio ferme. Les murs vont être vendus à une petite entreprise, une petite PME. Kamenka a l'intelligence, une de plus, de comprendre que ça a été une aventure exceptionnelle, et donc il va faire don de l'intégralité de ce qu'a été Albatros, c'est-à-dire les films, les négatifs, les archives papier, tous les documents, les moindres éléments. Il va en faire don à Henri Langlois, et donc ça va être l'embryon de la Cinémathèque. Albatros, c'est la Cinémathèque. Il a voulu marquer ce lien intrinsèque avec la France, parce que la France l'a accueilli, la France lui a donné la possibilité d'être ce qu'il a été, et ses rencontres avec des gens comme Langlois lui ont donné l'occasion de concrètement, symboliquement, de transmettre le flambeau à la Cinémathèque française et à la France. Albatros, c'est une réussite totale. C'est ça, une poignée d'émigrés qui n'ont que leur talent pour survivre. Ils vont réussir à s'intégrer sans se renier, sans heurter qui que ce soit. Ils ont su exister et ils ont su créer quelque chose qui ensuite a fécondé, a nourri. Tout film de fiction est un film documentaire, puisque quand on filme un monument qui ensuite a été rasé, par exemple, et qu'on le voit, quand il se filme à Constantinople en transit, c'est le Constantinople de fiction et de la réalité. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, les Russes en France. Ce journal semble prouver que vous êtes russe d'origine. Oui, je suis russe d'origine, je suis fils d'émigrés, évidemment. Nous sommes peu nombreux maintenant, mais enfin il en reste encore, et nous sommes pas mal dispersés. Dispersés, les exilés l'ont été surtout par le temps. Au cimetière militaire de Mourmelon reposent les soldats russes morts pour la France. Malgré la paix conclue par le gouvernement de Lénine, plusieurs milliers de volontaires du corps expéditionnaire russe se sont engagés dans une unité des volontaires connus sous le nom de la Légion russe pour l'honneur. Il faut attendre les années 70 pour que petit à petit, il y ait réconciliation des mémoires. Mais ça s'est fait en douceur, très doucement, très petitement, à petits pas. Aujourd'hui, les Russes blancs peuvent revenir dans la patrie de leurs ancêtres et ils sont salués, encore une fois, par la Russie contemporaine comme des acteurs de l'histoire russe, alors que jusqu'à l'époque soviétique, ils étaient considérés comme des contre-révolutionnaires dangereux et des traîtres. En 2006, le président russe Vladimir Poutine se rend en France pour y rencontrer Andrei Shmeiman. À 82 ans, ce fils d'officier de la garde impériale est l'un des plus anciens émigrés russes de la première vague et dernier sujet de l'Empire russe. L'homme a vécu jusqu'alors avec le passeport Nansen. En lui remettant un passeport russe, Poutine en fait le symbole de sa politique de réhabilitation des Blancs.
Poutine veut réconcilier les deux Russies, la Russie soviétique et la Russie d'avant. Il réintègre petit à petit tout, et au contraire même, c'est comme si la séparation n'avait jamais existé. Que ce soit le président Poutine ou que ce soit la Russie finalement, rend hommage effectivement au rôle historique et la conservation des valeurs et à cette espèce de trace mémorielle qui est aujourd'hui apportée par les Russes blancs. C'est un chaînon dont le rôle est parfaitement reconnu et valorisé. La tragédie de l'émigration, c'est considéré comme une tragédie, c'est considéré que ce sont des Russes aussi, dignes d'estime, et que leur apport culturel dans l'émigration est important pour la culture russe. Ça, c'est totalement acquis. Le président russe multiplie les gestes de bienveillance envers ces Russes blancs de l'étranger qui représentent un soutien non négligeable à son pouvoir. Ils sont désormais honorés par un gouvernement qui s'évertue à marier le double héritage de la grandeur soviétique et du tsarisme, entre nostalgie et repentance. La Russie actuelle a ainsi définitivement réintégré la totalité de son passé après des décennies d'oubli volontaire. Cette deuxième génération, à laquelle j'appartiens, n'a que peu de rapport, croyez-moi, avec le folklore des Nuits de Prince. Elle comprend des hommes et des femmes qui ont gardé, certes, une vague nostalgie du pays inaccessible dont leur ont parlé leurs parents, mais qui ont fait leur destin en France. Et par exemple aussi, Jacques Tati né Tatitchev, Roger Vadim né Pleminiakov, Marida Vladi né Polyakov. Revanche de l'histoire, ces renégats d'hier ont fait naître une deuxième génération de talents. Ils sont scientifiques, hommes de lettres, journalistes, historiens, hommes de radio et de télévision, comédiens. Un concentré de grands noms qui marqueront à tout jamais la culture française. Romain Gary, Robert Hossein, Sacha Pitoyev, Pierre Tchernia, Hélène Carrère-Dancos, Maurice Druon, Michel Polnareff, Haroun Tazieff, Marc Chagall, Ariane Nouchkine, Serge Gainsbourg, Laurent Terzieff, Jean Ferrat, Guillaume Gallienne, Sacha Distel et moi-même qui vous parle, Macha Merrill.